Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Popp, le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie et je voudrais vous parler aujourd'hui de la question de la reconversion des sites industriels. Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie s'intéresse-t-elle à ce dossier? Eh bien, durant toute la période du communisme, l'industrie est au cœur de l'économie. C'est vrai dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, mais particulièrement en Roumanie, où on a beaucoup investi dans l'industrie lourde, la chimie, la métallurgie. Or, à la chute du communisme, cette industrie est entrée dans une phase de déclin rapide et irrémédiable et de nombreuses usines ont été purement et simplement abandonnées. L'Organisation internationale de la francophonie souhaite sensibiliser les opinions publiques des États d'Europe centrale et orientale et en particulier la jeunesse. Alors nous allons mener toute une série d'actions au cours de l'année et notamment nous allons lancer un appel d'offres pour donner un coup de pouce aux jeunes qui souhaitent s'investir dans le domaine de la reconversion des sites industriels. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai le plaisir d'être aujourd'hui sur le plateau de l'OIF pour un nouvel entretien dans le domaine de la reconversion des sites industriels. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Irina Iamandescu, qui est la directrice adjointe de l'Institut national du patrimoine. Bonjour Irina. Bonjour. Alors Irina, vous êtes architecte, vous êtes enseignante à l'université d'architecture Ion Mincu de Bucarest. Vous êtes une spécialiste de la reconversion industrielle puisque vous avez fait votre thèse dans le domaine de la reconversion des sites industriels. Et je sais aussi que vous avez été impliquée dans beaucoup de projets de reconversion, de réhabilitation de sites industriels. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est, Irina, qu'est-ce que l'Institut national du patrimoine? Bon, l'Institut, c'est pas un institut qui s'occupe seulement de ce sujet-là, mais quand même, c'est un sujet nouveau qui entre dans le thème général de notre institut, qui est un institut national en charge du patrimoine. Ça veut dire toute forme de patrimoine, du patrimoine matériel très, très concret, très présent, l'architecture, l'archéologie, tout ça, mais aussi le patrimoine intangible, immatériel, ou le patrimoine digital, maintenant, c'est dans toutes ses formes. Et la protection du patrimoine, ça veut dire la connaissance, l'inventaire, la recherche, la documentation et aussi les mesures de protection. Ça veut dire les travaux de restauration, les mesures pour faire transmettre les connaissances, les traditions, les archives. Ça veut dire aussi les archives digitales et tout ça. Donc c'est très complexe, très, très vaste comme projet, si vous voulez. On n'a pas des responsabilités de décision. C'est au ministère de la Culture ça revient au ministère de la Culture. Mais nous sommes l'Institut qui a une importance et une responsabilité dans ce domaine du point de vue méthodologique, scientifique. Et c'est souvent que le ministère nous réclame en tant qu'assistance professionnelle spécialisée dans ce domaine. Non, donc ça veut dire évidemment l'Institut national du patrimoine a une mission extrêmement large. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une direction une direction spécifique qui s'occupe de la reconversion des sites industriels? Ah non, j'aimerais bien ça, mais ce n'est pas le cas. Oui, ce serait le luxe. Il y a une direction qui s'occupe de l'inventaire, ça veut dire l'inventaire, la connaissance du patrimoine au niveau national. Et on parle ici de la liste des monuments historiques. En Roumanie, ça s'appelle comme ça. L'inventaire. L'inventaire n'est pas seulement la liste et les monuments classés, mais c'est aussi toute une catégorie des immeubles qui sont importants, mais pas classés, qui constituent le contexte des autres. Le patrimoine de la Roumanie. Un patrimoine plus discret, plus comment dire, subtil,
Et il y a aussi une typologie de toutes ces valeurs-là, y compris le patrimoine industriel, bien sûr. C'est la tâche de notre département, qui est très petit, une quinzaine de personnes spécialisées, c'est vrai, des architectes, des historiens, des archéologues, un paysagiste aussi, des historiens d'art, qui sont tous chargés à connaître, à documenter, à maintenir cet inventaire en niveau de connaissances qui permet après, bien sûr, la protection proprement dite. Et le patrimoine industriel, c'est quelque chose qui a été un peu négligé, je dois le dire, dans les inventaires historiques et aussi les inventaires relativement récents en Roumanie. Si je peux ouvrir une petite parenthèse en disant que tout le système de protection des monuments historiques en Roumanie a été mis en attente par le régime communiste en 1977, après le tremblement de terre, parce que c'était plutôt incommode pour le régime d'avoir tout un corps de spécialistes qui étaient attentifs aux interventions plutôt destructives sur le patrimoine, avec une ampleur de plus en plus importante dans cette période-là. Donc le régime a supprimé l'activité de la direction des monuments historiques à ce moment-là. Et après, en 90, on a réinstauré le système de protection du patrimoine, des monuments historiques en Roumanie. Et on a fait à vitesse, avec les moyens disponibles à ce moment-là, cet inventaire national, qui est un peu hétérogène au niveau national. Il y a des zones où le patrimoine industriel a été reconnu et inclus dans les inventaires officiels. Il y a d'autres régions où ça n'existe presque pas dans la liste des monuments historiques. Donc, notre tâche maintenant, ce serait de revoir tout ça, et avec une méthodologie scientifique qui permet de rééquilibrer tout ça au niveau national. Oui, pour avoir une vision globale de ce qu'est le patrimoine industriel de la Roumanie. Exactement. Pendant ce temps-là, parce qu'on est déjà 30 ans après, non, il y a des choses qui ont été détruites et parfois on les connaît presque pas. Donc il y a des choses, on sait, on a des ça veut dire des souvenirs des anciens ingénieurs, des anciens ouvriers. Ici, il y avait une usine, voilà. Mais ça n'existe plus maintenant. Bon, ça a été perdu. C'est dommage. C'est pour ça que l'inventaire est important. Mais il y a d'autres choses qui sont encore, comme des petites capsules, comme ça, dans le temps, qui sont des témoignages de développement industriel du pays dans des périodes plus anciennes ou bien plus récentes. Aussi, le patrimoine d'après la guerre est important du point de vue industriel. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. Au-delà de cette mission d'inventaire de l'Institut national du patrimoine, est-ce que vous avez aussi une implication concrète dans des projets de réaffectation, de reconversion plutôt de sites industriels? Et si oui, de quelle manière? Bon, on construit maintenant cette, si vous voulez, vision, stratégie politique dans cette direction-là. Et on le fait d'une manière assez systématique les dernières années, puisqu'on a eu, par exemple, des études pour faire classer les monuments industriels
On a déjà on a élaboré dans notre institut plusieurs dossiers pour la protection de ces sites. Par exemple, les chantiers de Sulina, les chantiers navaux de Sulina, qui est un site exceptionnel lié à la Commission européenne du Danube. Très symbolique, très européen en esprit, si vous voulez, et très important du point de vue industriel, je pense. Après, même cette année, on a eu deux études déjà finalisées et on travaille, on a 3 ou 4 recherches sur des sites industriels en cours. Donc, on le fait d'une manière systématique. C'est la protection des choses qui ont été, comme je vous l'ai déjà expliqué, oubliées peut-être. Oubliées, ça veut dire avec les guillemets, dans les années 90. Après, il y a des choses qu'on fait comme analyse, comme étude pour argumenter, pour justifier les décisions des élus. Par exemple, pour Brașov, on a fait cette année aussi une étude sur l'ancienne fabrique Rulmentul, qui est une plateforme assez grande dans les zones industrielles développées après la guerre à Brașov, mais qui avait des racines historiques avant la guerre, très intéressantes. Donc, il y a toute une volonté de reconvertir cette plateforme qui a été déjà une fois reconvertie déjà dans les années 50-60 après la guerre. Il y avait l'escadrille d'aviation de Brașov qui était là dans des bâtiments magnifiques de cette époque avant la guerre. Après, ça a été transformé en usine. Tout ça, et complété avec de nouveaux bâtiments, et après développé encore. Et maintenant, elle n'est pas utilisée. Et la mairie, l'ancienne équipe de la mairie, avait un plan de faire un parc, une zone verte de la ville, qui était un peu absurde, puisqu'il y avait tous ces bâtiments, ça veut dire démolir tout. Ça veut dire qu'on perd le patrimoine, oui, en fait, exactement. Qui a été constitué. Même pour une idée qui est belle. Bon, on a besoin des espaces verts dans notre ville. Mais quand même, faisant ça en démolissant toute une histoire, tout un patrimoine, même si c'est pas, s'il n'y a pas des valeurs culturelles, si vous voulez, ou bien des bâtiments qui peuvent être classés monuments historiques. Ce n'est pas le seul critère qui peut être utilisé. Il y a toute une valeur mémoriale importante dans tous ces bâtiments-là, toute une valeur d'utilisation. Ça veut dire il y a des espaces comme celui-ci. Ce tournage se fait dans une ancienne, dans un bâtiment qui a été construit pour autre chose. Maintenant, et qui a une histoire. Exactement, industrielle, qui a été reconvertie maintenant dans des petits... et elle est utilisée pour des petites activités comme ça, ce qui est très, très sain, si vous voulez, pour l'environnement, pour l'évolution de la ville et pour tout ça. On doit récupérer toutes ces informations, tous ces bâtiments, toutes ces petites histoires, y compris industrielles. Donc, il y a toute une société qui s'est formée avec cette composante industrielle qui était importante. À Brașov surtout, puisque des industriels légendaires se sont formés là. Oui, ce projet à Brașov est vraiment emblématique, je pense. C'est le plus grand projet de réaffectation urbaine qui a été fait en Roumanie. Oui, c'est emblématique parce que la mairie, dans son équipe actuelle, a décidé que ce n'est pas la bonne voie de faire un parc, comme ça, et de démolir tout. Et nous a demandé notre avis.
Et ça a évolué dans une étude assez approfondie qui mit en évidence exactement ce que je vous ai dit, les valeurs du site et le potentiel énorme de reconversion, y compris pour des espaces verts, puisque les surfaces sont énormes. Donc, j'espère que tout ce qu'on a fait en termes d'études, de compréhension des valeurs du site va être utilisé par la mairie maintenant pour un concours d'architecture. Ils ont déclaré ça. Je suis très curieuse comment ça va évoluer. Bon, effectivement, c'est des beaux projets parce que c'est des projets sur le long terme, ouais, avec une perspective de développement durable. Donc et une petite chose encore, notre institut a un instrument de financement pour des propriétaires des monuments historiques. Alors c'est une question que je voulais vous poser effectivement. Bon. Donc quelle est la marge de manœuvre de l'institut dans ce type de projet? Quelle est l'aide que vous pouvez apporter à des gens qui veulent se lancer dans un projet de reconversion industrielle? Bon, l'aide est celui que j'ai expliqué. On peut faire des petites recherches, ou bien des plus complexes, comme ça, ou bien par l'intermédiaire de cet instrument de financement. C'est le timbre des monuments historiques, ça, on peut le nommer comme ça. C'est une petite taxe, si vous voulez, non fiscale, qui s'ajoute au prix du billet que les gens paient pour assister aux événements culturels dans les zones de protection des monuments historiques ou bien les centres des villes et tout ça. Donc, si vous allez à un festival dans un centre historique, vous payez le billet et il y a une petite somme qui s'ajoute au billet et qui va directement dans ce fonds-là. C'est l'Institut qui gère ce fonds et on a réussi il y a 2 ans de faire passer par une décision du gouvernement les règles d'utilisation de ce fonds-là. Et on a depuis là lancé déjà plusieurs appels qui sont destinés aux propriétaires des monuments historiques, ça veut dire même privés. Il y a un problème en Roumanie. Le propriétaire privé de monuments historiques n'est pas vraiment encouragé ou bien aidé par l'État avec des stimulants ou bien avec des... il y a beaucoup de règles. On ne peut pas détruire les monuments, on doit les entretenir et tout ça. Ça ne se passe pas comme ça en Roumanie à l'échelle qu'on devrait avoir. Mais avec ces règles, ce n'est pas le cas d'avoir aussi parfois l'aide de l'État. Donc, ça fonctionne si les deux vont ensemble. Et maintenant, on a essayé de construire cet instrument-là et j'arrive au sujet industriel, puisque cette année, par exemple, on a eu un appel pour Rešica. Rešica est une ville dans le Banat, le sud-ouest de la Roumanie, qui est la plus ancienne région industrielle du pays. Et bien sûr, la plus ancienne région a le patrimoine plus riche, puisque c'est le plus ancien, le plus intéressant, et illustre aussi toutes les étapes intéressantes du patrimoine industriel du 18e au contemporain. Donc, on a eu un appel pour Rešica qui, cette année, a eu... c'était une année anniversaire des 250 ans de sidérurgie. Donc, on a marqué ça avec un appel de projet pour les bâtiments industriels ou bien liés à l'industrie qui ont pu avoir en aide pour faire des petits travaux de restauration, ça veut dire des réparations plutôt. Et c'est bien d'avoir ça sur notre liste, puisque c'est un instrument nouveau. Donc, et on a eu, je dois mentionner ça, on a eu un appel précédent, par exemple la mine de Petrila.
qui a été fermée il y a plusieurs années, a été classée au dernier moment avant d'être détruite par un projet de écologisation. Hein, c'est ça? J'ai bien dit? Je m'excuse. Et ça a été classé monument historique. Et maintenant, ils ont eu la possibilité de participer au concours. Ils ont été sélectés parce que c'est un concours. C'est pas qu'on choisit comme ça, voilà, celui-ci et celui-là. C'est un concours et de projet. Et le concours est lancé par l'Institut national du patrimoine. Voilà, pour tous ceux qui veulent s'occuper d'un monument et veulent soit élaborer un projet d'architecture qui est pas c'est pas évident de faire un projet si tu n'as pas les moyens. Donc, on a besoin d'études, on a besoin des professionnels qui comprennent la spécificité du patrimoine, les spécificités. Donc, il y a besoin des gens qui sont des spécialistes du domaine. Et ça coûte parfois... les propriétaires ne se permettent pas de faire un bon projet depuis le début. Donc, on a eu cette idée de financer les projets, puisque après, les propriétaires puissent avancer avec un bon projet et trouver le financement pour le mettre en œuvre. Et donc, Irina, des appels à projets comme ça, ils sont lancés régulièrement? Oui, oui. Combien de fois par an, maintenant un appel ouvert, par exemple, qui est dédié à Timișoara, parce que Timișoara va être capitale culturelle de la culture, capitale culturelle en 2023, et à Roșia Montana, par exemple, puisque Roșia Montana, qui est un site minier, un paysage minier, oui, qui est aussi sur la liste de l'UNESCO maintenant, du patrimoine mondial de l'UNESCO, en danger en plus. Donc, on a lancé un appel pour Roșia et Timișoara et aussi pour d'autres... avec, donc ça veut dire que c'est limité à un événement particulier. C'est-à-dire que c'est pas. Ça peut être thématique, comme maintenant, mais ça peut être très large. Donc, on a un appel ouvert maintenant qui est dédié à tout le monde pour des projets, des interventions directes d'entretien des monuments historiques. Et aussi, il y a deux catégories thématiques, Roșia Montana et Timișoara. Il faut vraiment rester attentif aux appels à projets menés par l'Institut. Cette fois, puisqu'on a eu l'expérience de ces 2 années qui ont passé depuis quand on a lancé cet instrument de financement, on a laissé un peu plus de temps pour que les gens puissent se préparer. Donc, on a lancé en octobre et le deadline... pour avancer les propositions de projet, c'est en février. Donc, on a un peu de temps. Et pendant ce temps-là, on aide les gens de comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment ça doit se présenter, la documentation et tout ça, pour qu'ils puissent vraiment accéder dans une compétition ouverte à cet instrument-là. Ça m'intéresse vraiment parce que je pense qu'on pourrait trouver des coopérations entre l'Institut national du patrimoine et l'Organisation internationale de la francophonie, qu'on puisse aussi soutenir des projets qui gagneraient ce type d'appel d'offres. Mais pourquoi pas, oui, bien sûr, bien sûr. On pourrait discuter ça, voir quelles sont les connexions et peut-être décider de faire quelque chose ensemble. Bien volontiers, oui. Mais écoutez, moi, il me reste encore peut-être sur cette question, avant de passer à une question plus personnelle, mais je voulais encore vous poser une question sur la reconversion des sites industriels. Quelle est la relation que l'Institut national du patrimoine entretient avec la société civile sur ce type de projet? Ou, au-delà, avec les populations locales qui sont concernées parce qu'elles habitent dans les environs du site industriel concerné? Bon, notre responsabilité est générale par rapport au patrimoine, et ça, c'est une niche assez petite. Ça veut dire
même la société ne comprend pas très bien la spécificité de ce... Et il y a des par exemple, je trouve souvent cette attitude, il y a des monuments médiévaux qui sont pas en bon état, donc vous devriez vous occuper du Moyen-Âge ou bien du gothique. Oui. Hein. Comme si le patrimoine industriel n'était pas du patrimoine, en fait. Voilà. Mais on essaie par nos projets, par notre communication, des choses qui comptent dans le patrimoine, de faire, de démonter cette attitude-là et expliquer aux gens comment ça c'est important. Et je pense que ces dernières années, on a fait des progrès. Pas par nos efforts, mais aussi par les efforts de la société civile, comme vous avez dit. La société civile, c'est un aide très important pour un institut petit comme le nôtre, parce que nous sommes un institut national, comme le nom le dit, mais quand même qu'il y a des ressources très limitées. On devait être beaucoup plus grand avec des piliers dans toutes les régions. C'est un projet qu'on a de faire comme ça, mais ça n'existe pas maintenant. Il n'y a pas des ressources pour ça. Et dans ces conditions-là, la collaboration avec les partenaires dans la société civile, dans le milieu universitaire, par exemple, dans le milieu scientifique, les instituts de recherche, les mairies et tout ça, qui sont tous en communication avec nous, c'est très important. On ne peut pas faire seul. Et l'aide de la société civile, c'est important puisqu'il y a des gens qui sont enthousiastes, bien préparés, souvent, et qui complètent nos efforts, ou bien qui sont avant nous, parfois, dans certains sujets. Et c'est nous qui offrons un soutien de visibilité ou bien de compétences dans une certaine direction aussi. Donc, c'est très important. Ce mécanisme qui n'est pas exercé en Roumanie, ça n'existait pas avant 89. Et ça est arrivé lentement comme ça, mais ces dernières années, ça a un souffle nouveau, oui, que j'observe et nous encourageons toujours ce type d'attitude. Par exemple, on prépare maintenant un système informatique d'inventaire des monuments, qui est une plateforme qui devrait contenir toutes les informations, y compris le GIS, le système de localisation des monuments et tout ça. Mais bien sûr, c'est un cadre. Ça fonctionne si on met des informations dedans. Et on ne peut pas faire ça avec une quinzaine de gens. À Bucarest. Donc on doit collaborer, on le fait avec les départements, avec les services du ministère de la Culture dans les départements, dans les județe, si vous voulez, c'est pas la même chose. Ouais. Alors, hein. Mais on le fait aussi avec la société civile. Il y a des plateformes qui existent, qui parlent de patrimoine avec des manières différentes de communication, avec des informations un peu différentes, mais quand même qu'on peut intégrer avec les informations scientifiques de l'Institut et faire construire les ponts, les connexions avec eux. C'est seulement comme ça qu'on va réussir. Donc la notion de partenariat est essentielle en fait dans ce type de projet. Mm-hmm. Exactement. Donc c'est intéressant de voir par exemple des inventaires qui se fassent sur le patrimoine industriel aussi, ou bien des petits projets de conversion. Par exemple, à Petri, là, il y a toute une association qui, avec les anciens ouvriers et les anciens mineurs, avec un petit corps professionnel d'architectes et ingénieurs qui se sont dédiés à ce sujet-là, ont réussi à construire un projet viable là-bas. Et ils ont
fait un projet viable. Il a passé le concours chez nous parce qu'on on n'a pas favorisé Petri là parce que c'est industriel. Ils ont gagné un concours chez nous et ils ont eu l'argent pour faire un projet. Maintenant, ils peuvent avoir peut-être de l'argent européen pour réaliser le projet. Donc, ça avance comme ça, mais ça a commencé avec l'enthousiasme et l'énergie d'un groupe très petit à Petri là, qui était animé par Ion Barbou, que vous connaissez peut-être, qui est écrivain, poète et ancien ingénieur de la mine. Donc, et petit à petit, le projet s'est mis en place. Et... Oui, exactement. Donc, toutes ces petites initiatives sont très importantes. Ça construit un peu la conscience des valeurs, des identités locales, qui, je répète, n'a pas été exercée en Roumanie. Et maintenant, ça se construit spontanément. Et même pas si spontanément que ça. Ces dernières années, ça avance d'une manière plutôt organisée. Hein. Il y a des groupes déjà assez grands qui ont des initiatives excellentes. Donc, on soutient tout ça et on est content de pouvoir aider quand on peut. Et avec les ressources qu'on a, bien sûr, humaines, parce que c'est ça, la plus importante ressource dans ce domaine-là, c'est les gens. Les gens qui comprennent, les gens qui savent faire et qui veulent faire. Et l'enthousiasme qu'ils peuvent mettre dans un projet comme celui-là, évidemment. Et pour moi, j'ai terminé mes études d'architecte en 1997. Et j'étais la seule, non, j'avais un collègue aussi, qui était un peu bizarre dans notre groupe, qui s'occupait des anciennes usines, d'une gare, d'une fabrique. Hein. Bon, nos professeurs étaient, bon, si vous insistez, très bien, vous pouvez faire ça comme votre projet. J'exagère un peu. Maintenant, j'enseigne à l'université. Chaque année, il y a des dizaines d'étudiants qui s'approchent à ce sujet, choisissent des bâtiments anciens intéressants, soit classés monuments, ou bien des bâtiments plus récents avec des fonctions industrielles qui ont été fermées. Et maintenant, sont des ressources pour des nouveaux projets. Et c'est très encourageant. Donc, il y a une compétence qui existe, c'est latent dans la société, qui doit être utilisée par les autorités publiques, par les décidants, et qui devrait être le principal instrument dans une approche, durable. Puisqu'on ne peut pas jeter comme ça tous ces bâtiments-là. C'est mieux et c'est plus convenable et économiquement et du point de vue de la protection de l'environnement, de reconvertir, d'utiliser ces espaces avec des aménagements. Bon, on voit, ça suffit de voir un peu ce bâtiment. Hein. Oui, et puis c'est vrai, ce sont des bâtiments qui ont des spécificités particulières, des superficies aussi souvent imposantes, qui permettent des activités qu'on n'a peut-être plus la possibilité d'avoir dans des bâtiments, les bâtiments qu'on construit actuellement, qui sont restreints peut-être aussi par des superficies plus il y a des étroites. mythes qui doivent être démolis. C'est plus convenable économiquement de démolir, de faire quelque chose de nouveau. C'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai. On doit, c'est comme en médecine, on doit voir le patient et mettre un diagnostic et faire les calculs. On peut pas dire comme ça. Mais ça c'est bien sûr plus compliqué si vous voulez parce que on doit savoir comment. Donc, et parce qu'il y a les contraintes, on se retrouve avec des murs, un endroit particulier qui doit parfois être dépollué. Il y a des défis intéressants du point de vue professionnel. Oui. Et il y a des avantages énormes puisque c'est que le résultat est beaucoup plus intéressant.
il y a une identité qui reste là. Il y a une mémoire qui est préservée. Une appropriation du patrimoine. Exactement. Si on parle de patrimoine, il y a le patrimoine qui est donc protégé comme ça, et intégré et utilisé, ce qui est essentiel parce qu'il y a beaucoup de patrimoine, il y a des projets, on fait la restauration et après qu'est-ce qu'on fait? Pas toujours la connexion avec l'utilisation d'après se fait d'une manière intelligente. Donc, dans ce type de patrimoine, c'est la nécessité de convertir qui détermine le projet. Donc, après, on n'a pas ce problème-là. On utilise la diversité dans ce bâtiment. C'est très intéressant. On a des choses très comment on dit, hétérogènes, si vous voulez. Oui. Et c'est bien, c'est sain, ça assure la vie du bâtiment après. C'est une belle conclusion pour les questions concernant les sites de reconversion industrielle, mais il me restait une dernière question qui est un peu plus personnelle et que je pose à tous mes invités. C'est, voilà, vous parlez très bien français, donc comment est-ce que vous avez appris le français et comment surtout vous en êtes arrivé à le parler aussi bien? Bon. Je l'ai appris à l'école, si vous voulez. Oui, je l'ai appris à l'école parce que j'étais comme ça à l'école. Mais quand même, il y avait toute une atmosphère dans ma famille qui encourageait tout ça. Et surtout mon grand-père, qui a fait ses études à la Sorbonne, des études en droit, en doctorat aussi. Et il était impeccable en français et il m'a encouragé de lire, je vous laisse deviner, des romans policiers en français. Oui, et j'ai lu beaucoup de Simenon. Simenon, voilà. Oui, évidemment. Quand j'étais à l'école, très jeune, vraiment, dans mon enfance, je peux le dire. Et après, Dumas, Balzac et tout. Donc, et ça c'est déjà, si tu as commencé, donc c'est fait. Et après, j'ai parfois, pas très souvent, mais quand même, j'ai l'occasion de le parler avec des gens comme vous, ou bien à l'UNESCO, par exemple, puisque à l'Institut, j'ai la responsabilité d'assurer la connexion avec l'UNESCO et de gérer le patrimoine de Roumanie qui est inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, je peux faire le français. Quand je suis à Paris à l'UNESCO, je peux faire le français. Hein. Mais vous n'avez donc jamais eu d'expérience de vie à l'étranger, dans un pays francophone? Non, non. Sauf quelques jours que je passe parfois. Parfois, j'ai passé 2 semaines à Paris, j'avoue. C'était magnifique, oui. Écoutez, merci beaucoup Irina pour votre témoignage. C'était vraiment un plaisir de vous... Pour moi aussi, merci pour l'invitation. De vous avoir ici pour cet entretien. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter entre nous des possibles coopérations entre l'Institut national du patrimoine et l'OIF. Des petites idées. Moi aussi, effectivement. Okay. Merci beaucoup Irina. Merci.